justice a-t-il le pouvoir de sanctionner un magistrat? Cette question sera à l'ordre du jour suite à un arrêté interministériel qui fixe le taux de consignation des frais de justice. On en parlera ici sur ce plateau d'interface de ce 11 septembre 2024 avec Maître Cédric Toumba, lui qui est avocat, mais aussi doctorant à l'université de Kinshasa, que je salue. Bonsoir Maître Cédric et bienvenue. Bonsoir Madame Sarah, je vous remercie tant pour votre invitation. Bonsoir Daniel Roland-Laye et j'espère que tu es en parfaite santé. Ouais, ça va maintenant, Sarah. Bonsoir, Maître Cédric. Et surtout, je suis content de les revoir, même s'il a changé un peu la coiffure, mais ça va. Ok, on va rapidement lancer le jeu à travers cette question. Maître Cédric, est-ce que le ministre de la Justice a-t-il le pouvoir de sanctionner un magistrat? Bon, merci beaucoup pour la question, Madame. Je pense que il y a beaucoup de choses qui se trament actuellement au sein du secteur de la justice et beaucoup de gens se demandent ce que le ministre de la Justice fait. Est-ce que c'est sur les chemins du droit ou bien il est en train de faire des choses à tort et à travers? En réalité, je m'en vais à première vue d'abord remercier le ministre de la Justice pour toutes les bonnes initiatives qu'il est en train de prendre sur la manière dont il compte réformer le secteur de la justice. En tout cas, bravo, coup de chapeau, puisque beaucoup de choses qu'il fait, en ces moments, bien qu'il soit tant critiqué par certains, mais par la volonté et les initiatives qu'il prend, on ne peut que le féliciter. Alors, parce qu'il est souvent conseillé de commencer par des bonnes choses, des choses positives, et puis s'il faut critiquer négativement, virilement, on peut le faire après. Madame, la question est bonnement posée. Est-ce qu'il a le pouvoir de sanctionner le magistrat? Je m'en vais d'abord dire que le magistrat est dans un corps. Le corps qui est bien entendu le Conseil supérieur de la magistrature. Ce corps est dirigé par un président qui a le pouvoir disciplinaire sur le magistrat. Pourquoi je dis ça? Notre loi congolaise aurait pu conférer au ministre de la Justice le pouvoir total hiérarchique sur le magistrat. De telle sorte que nous puissions dire que tout ce que renferme le pouvoir hiérarchique d'un magistrat, tout ce que renferme le pouvoir hiérarchique, le ministre de la Justice là, ça veut dire lorsque on vous dit que vous êtes une autorité hiérarchique et que vous exercez cette autorité-là sur telle personne, ça voudrait dire que vous exercez un pouvoir d'injonction, un pouvoir de substitution, un pouvoir de réformation, et vous avez aussi, je dis substitution, je l'ai déjà cité d'ailleurs. Alors, ces formes de pouvoir, ce sont des pouvoirs que renferment les pouvoirs hiérarchiques, et une autorité hiérarchique peut aussi, n'est-ce pas, suspendre, il peut aussi frapper de n'importe quelle manière celui sur qui elle exerce son autorité. Mais la loi dans le secteur judiciaire n'a pas voulu conférer au ministre de la Justice tout le pouvoir que renferme l'autorité hiérarchique, c'est-à-dire qui renferme le caractère hiérarchique sur une personne. Donc vous pouvez être ministre, lorsqu'on dit que vous avez un pouvoir hiérarchique sur telle personne, vous voyez, je prends les cas, un ministre du budget par exemple, peut suspendre un directeur. C'est évident parce que le ministre du budget, il est une autorité hiérarchique sur le secteur du budget. Et que le secrétaire général et les directeurs sont sous son autorité. Et donc, vous voyez que vous pouvez prendre une décision et le ministre, n'est-ce pas, peut, n'est-ce pas, voir autrement. Et peut aussi vous demander de vous donner certaines orientations, n'est-ce pas, à prendre sur votre décision. Il peut aussi vous enjoindre à prendre une décision de telle ou de telle autre manière. Mais, dans le secteur judiciaire, tel n'en est pas le cas.
dans les secteurs judiciaires, M. Daniel Roland, Mme Sarah, le législateur congolais a placé le magistrat, certes par l'article 70 de la loi du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Cette loi a placé le magistrat sous l'autorité du ministre de la Justice. Mais elle ne s'est pas seulement limitée là. Elle est partie plus loin pour préciser la manière dont le ministre de la Justice devra exercer cette autorité sur le magistrat. Parce que, je m'en vais vous préciser, bien entendu, que dans le secteur de la magistrature ou dans le secteur de la justice, nous avons le magistrat, n'est-ce pas, du siège, parce que quand on parle de magistrat, il faut avoir à l'idée qu'il y a un magistrat du siège qui est appelé juge, qui est appelé, bien entendu, à départager les personnes qui sont en litige, en vertu de dispositions légales et en vertu de la solution que la loi lui fournit. Et il y a un autre qui s'appelle les magistrats debout. Généralement, magistrat debout, c'est celui-là qui est appelé ministère public, officier du ministère public. Lui, vous entendez souvent parler des parquets, donc il est aussi magistrat. Les agents du parquet sont bien entendu des magistrats. Et les agents du tribunal sont aussi des magistrats. Mais à cette seule différence que ceux qui sont au parquet ne jugent pas. Vous voyez? Mais ils ont le pouvoir d'exercer l'action publique en arrêtant, en transférant le dossier au tribunal pour que un autre magistrat qui est celui-là, les magistrats du siège, puisse juger. Mais cependant, lorsque la loi dit que les magistrats sont sous l'autorité du ministre de la Justice, de quel magistrat s'agit-il? Il s'agit bel et bien de magistrats du parquet. Cependant, le magistrat du parquet, là, Madame Sarah, l'article 70 dit « Les officiers du ministère public sont placés sous l'autorité du ministre ayant la justice dans ses attributions ». Donc, si on se limite à faire cette lecture, n'est-ce pas, on aurait le risque de dire qu'il peut aussi sanctionner le magistrat, il peut aussi les suspendre, il peut faire n'importe quoi. Mais la loi n'a pas voulu qu'il y ait de dérapage dans ces secteurs. Elle a encadré la manière dont le ministre de la Justice devra exercer cette autorité-là en disant ceci. Celui-ci, c'est-à-dire le ministre de la Justice, dispose d'un pouvoir d'injonction sur le parquet. Ça voudrait justement dire que l'autorité que le ministre de la Justice est appelé à exercer sur le magistrat du parquet n'emporte pas pouvoir de substitution, pouvoir de réformation des décisions, pouvoir, je dirais, substitution, réformation, suspension, sanction. Non. La loi dit, il exerce ses pouvoirs, il dispose d'un pouvoir d'injonction, c'est-à-dire l'autorité que le ministre de la Justice exerce sur le magistrat ne se limite que sur le pouvoir d'injonction. Comment? La loi ne s'est pas seulement limitée à ses pouvoirs d'injonction. La loi a dit encore ceci, Madame Sarah. Il l'exerce, c'est-à-dire il exerce ses pouvoirs d'injonction en saisissant le procureur général après la cour de cassation ou le procureur général après la cour d'appel selon les cas, sans avoir à interférer dans la conduite de l'action publique. Pardon, maître, je vous relance. Oui. Si je comprends bien, ça veut dire le ministre de la Justice peut sanctionner un magistrat, mais à travers le procureur après la cour de cassation. Ça veut dire, s'il constate qu'il y a des turpitudes commises par tel ou tel magistrat, il a l'obligabilité de passer par le procureur pour que ces magistrats soient sanctionnés. S'il vous plaît, Oui. pour compléter la question de Daniel, Oui. j'aimerais poser une question. Est-ce que avions-nous déjà eu ici dans notre pays un magistrat ayant commis une infraction, Si, plusieurs magistrats, madame, commettent des infractions. mais qui ne sont pas sanctionnés apparemment? Non, en fait, en réalité, il faut avouer que je crois à suffisance de conviction que le champ des dénonciations est beaucoup plus restreint. Voyez-vous? Parce qu'il y a des magistrats qui commettent certes de bévues, qui commettent des abus dans les secteurs de la justice, mais seulement ceux qui en sont victimes, est-ce qu'ils dénoncent? C'est cela le problème. Mais je me rappelle, à tout le moins, qu'à un moment donné, le procureur général, Firmin Vondé,
a pu sanctionner un magistrat, en tout cas qui était au tribunal de paix, au parquet près Tripé Lemba. Le procureur général Firmin Vondele, le procureur général après la Cour de cassation. Parce qu'il aurait reçu une dénonciation d'une certaine dame qui avait dit qu'il était victime de concussion par les magistrats qui lui demandaient de l'argent, ainsi de suite. Et quand il l'a appris, il a en tout cas rappelé à l'ordre ces magistrats, et non seulement rappelé à l'ordre, mais aussi ces magistrats a été sanctionné, je crois, en flagrant délit. Je me rappelle bien, en flagrant délit. Et ils ont été aussi condamnés, ils sont en prison. En tout cas, il y a plus de 5 ou 6 magistrats dont je reconnais par les passés avoir été condamnés par la justice et avoir été sanctionnés aussi disciplinairement. Donc, vous voyez que c'est un aspect. Alors, par rapport à la question de Papa Daniel, de M. Daniel Roland, il a dit, est-ce que vous pouvez me rappeler encore? J'ai demandé le ministre de la Justice quand même, quand vous parlez de ses pouvoirs d'injonction, ça veut dire il peut sanctionner un magistrat, mais avec obligation de passer via le procureur général pour la Cour de cassation. En tout cas, M. Daniel Roland, en matière de sanctions, le législateur est clair là-dessus. Si c'est à vous qu'il accorde le pouvoir de sanctionner, n'est-ce pas, un magistrat, il le dit. Là où la loi n'a pas dit quelque chose, on sait. Il est des principes en droit, ubilex noluit taquit. Là où la loi nous dit mot, on sait. Sur cette question ici, le législateur dit, lui, son pouvoir, n'est-ce pas, hiérarchique, ou bien son autorité qu'il exerce sur le magistrat, n'emporte que pouvoir d'injonction. Le législateur a refusé à tout le moins, dans le minimum dans les détails possibles, que le ministre de la Justice ait un pouvoir de sanctionner le magistrat, ait un pouvoir de suspendre le magistrat, ait un pouvoir, parce que le législateur a bien précisé de quelle manière s'exercent ces pouvoirs. Il dit, il l'exerce en donnant une injonction, n'est-ce pas, au procureur général de la République, au la Cour de cassation, ou bien au procureur général après les cours d'appel selon les cas, de pouvoir exercer l'action publique. Monsieur le procureur, je vous demande de sanctionner tel magistrat, par exemple. En tout cas, je vous le révèle tout en étant clair, Madame Sarah et Monsieur Daniel, que la loi n'a pas dit que son injonction doit porter sur la sanction disciplinaire. La loi dit qu'il enjoint au procureur général de la République de pouvoir actionner, c'est-à-dire exercer une action publique. Ça voudrait dire que même si un magistrat a commis une infraction, aujourd'hui, il est tout à fait possible que le ministre de la Justice puisse demander au procureur général près la Cour de cassation, n'est-ce pas, d'exercer une poursuite contre le magistrat en question. Parce que lorsque le législateur apprécie, excusez-moi, lorsque le législateur, M. Daniel Roland, a précisé que le ministre de la Justice dispose d'un pouvoir, n'est-ce pas, exerce une autorité sur le magistrat et qu'il dispose d'un pouvoir d'injonction sur le parquet et qu'il l'exerce en saisissant le procureur général après la Cour de cassation, ainsi de suite, sans avoir interféré dans la conduite de l'action publique, ça voudrait dire que cette disposition ici, elle est impersonnelle. Elle ne s'applique pas qu'aux personnes qui ne sont pas magistrats, non. Elle s'applique sur toute personne, qui que vous soyez. Donc, à partir du moment où vous êtes magistrat ou vous êtes non magistrat, si le ministre de la Justice a reçu une dénonciation sur une infraction commise par vous, ou si le ministre de la Justice a constaté d'office qu'en réalité, il y a une infraction qui s'est commise en flagrance, la loi dit, comme lui, il exerce une autorité sur le magistrat du parquet, il demande au procureur général près la Cour de cassation de pouvoir ouvrir une enquête ou une instruction contre la personne qui a commis cette infraction-là. Voyez-vous, monsieur Daniel Roland? Donc, en matière disciplinaire, le ministre de la Justice n'exerce pas un pouvoir, n'est-ce pas, disciplinaire, sur une autorité disciplinaire sur le magistrat. La loi a été claire, pour que je ne me répète pas trop, la loi a été claire là-dessus en disant qu'il exerce une autorité sur le magistrat et que cette autorité-là ne peut tendre
qu'en donnant le pouvoir d'injonction au procureur général après la Cour de cassation. Et ce pouvoir d'injonction, c'est-à-dire quoi? Comme par essence, le magistrat est appelé à exercer l'action publique, à arrêter les gens, à poursuivre les gens devant des cours et tribunaux, en vue de requérir bien entendu la condamnation de ceux qui ont commis l'infraction et la répression de cette infraction-là devant les cours et tribunaux. Le ministre de la Justice ne peut que donner une injonction tendant à cette fin-là. Alors, s'il faut qu'on poursuive un magistrat qui a commis une infraction, il le fait au travers le procureur général de la République. Mais le problème qu'il y a, M. Daniel Rolland, c'est que lorsque ces ministres de la Justice, Mme Sarah, doit enjoindre au procureur général après la Cour de cassation d'exercer une poursuite, n'est-ce pas, ou d'arrêter telle ou telle autre personne qui est magistrat, est-ce que le procureur général après la Cour de cassation serait-il à même de le faire? N'appliquera-t-il pas le principe communément connu d'après lequel les loups ne se mangent pas entre eux? Parce que là, il est bien dit que le procureur, le ministre saisit le procureur général après la Cour de cassation. Lorsque le procureur général après la Cour de cassation lui-même, il est concerné par une infraction commise par lui-même. Parce que c'est un procureur, il est magistrat, il peut se commettre une infraction. Le ministre de la Justice va-t-il enjoindre à qui? Parce qu'il n'a pas, il est dépourvu du pouvoir de suspension des magistrats. Il n'en a pas le pouvoir. Il existe une inspection, n'est-ce pas? Ou un inspectorat, l'inspection générale des services judiciaires. Certes, dans cette inspection-là, il y a de juges, n'est-ce pas, qui statuent sur des dossiers dont le magistrat peut être concerné ou impliqué activement. Si un magistrat, par exemple, a rendu une décision, alors que la décision en question enfreint les textes légaux, on peut saisir aussi les conseils, n'est-ce pas, les conseils supérieurs de la magistrature. On peut aussi saisir pour sanction disciplinaire l'inspectorat parce qu'il a la compétence de se saisir dans tous ces cas-là. Il juge aussi les magistrats là-bas, l'inspectorat judiciaire, des services judiciaires. Il juge les magistrats, il juge en même temps les juges. Voyez-vous, M. Daniel Rolland, puisque l'inspecteur général, je crois qu'il a un rang d'un avocat général ou bien d'un procureur général. Voyez-vous, et les inspecteurs sont sous l'autorité aussi du ministre de la Justice. Donc, la grande problématique qu'il y a, c'est que le ministre de la Justice, lorsqu'il constate qu'il y a des problèmes, en tant que... Parce qu'il faut aussi avouer, Mme Sarah, que comment je peux dire... Vous voyez, il y a une ordonnance portant attribution, n'est-ce pas? Attribution de postes ministériels. Vous voyez, ça existe. Cette ordonnance-là précise bien que la politique judiciaire dans le secteur de la justice relève de la compétence du ministre de la Justice. Voyez-vous, M. Daniel Rolland? Mais à cet effet, cette politique judiciaire n'implique pas la prise des sanctions. Voyez-vous? Parce que le ministre de la Justice, il prend des décisions, il peut prendre ainsi de suite, mais à quelques égards près, il ne fait pas tout à la fois. Il est limité. Sous réserve, bien entendu, parce qu'on avait ouï dire, et on avait d'ailleurs vu le ministre Constant Moutamba aller déposer certains projets de loi, il vous souviendra bien entendu, devant l'Assemblée nationale auprès de monsieur le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Je crois peut-être que dans ces textes-là, il y sont sortis, je crois qu'il peut y avoir des articles qui parlent bien entendu ou qui élargissent le pouvoir du ministre de la Justice en sanctionnant éventuellement le magistrat. Mais pour le présent, c'est les conseils supérieurs de la magistrature qui est compétent pour sanctionner. Alors, Maître Cédric, j'aimerais aussi que vous puissiez un peu éclaircir sur les pouvoirs des ministres, parce que depuis son entrée, le ministre Moutamba, il a posé aussi des actes, plusieurs d'ailleurs, où il procède toujours par des communiqués, justement pour donner certaines choses vis-à-vis des magistrats, au vu de barrer la route ou bien de sanctionner un certain nombre de personnes. Est-ce que le ministre de la Justice a un pouvoir justement positif, ou bien au-delà de ça, il a aussi un pouvoir de veto qui le pousse, ou bien qui lui donne l'amabilité de prendre des décisions comme il veut, de signer des communiqués comme il veut, et puis de sanctionner des gens en tout moment qu'il veut?
En tout cas, quant à ce qui concerne la sanction, M. Daniel Roland, je ne sais pas puiser la matière des sanctions dans des textes inexistants. Donc, j'avoue, à suffisance de conviction et même de preuves par rapport à ce que la loi dit, que le ministre de la Justice, peu importe sa bonne volonté de réguler les secteurs judiciaires, peu importe sa bonne volonté de prendre de bonnes initiatives sur la réforme de ces secteurs, il n'a pas le pouvoir de sanctionner un magistrat en prenant une décision de suspension ou de révocation. Non plus de greffier. Le magistrat sont nommés, non plus de greffier, mais c'est d'un Roland, parce que nous parlons de ce que prévoit la loi. Voyez-vous, dans ces domaines et dans ces secteurs, en tout cas, le ministre a des pouvoirs un peu beaucoup plus réduits. Certes, il peut prendre des textes pour donner des grandes orientations sur la manière dont s'exerce le pouvoir, n'est-ce pas? Ou si c'est que le greffier peut prendre des circulaires. Vous avez vu Mme Rose Mutombo prendre une circulaire sur l'exécution de la peine de mort. Vous rappelez bien, M. Daniel Roland. Ouais. Alors, s'il a pris, c'est parce que la politique judiciaire lui revient. Et l'exécution de peine, bien entendu, relève de la compétence du ministère public. Mais le ministre de la Justice peut prendre des circulaires pour orienter, montrer la manière dont devra s'exécuter certaines autres matières. Donc, j'avoue que le ministre de la Justice n'a pas le pouvoir de sanction. Il n'a que le pouvoir d'injonction. Donc, la loi l'a limité. Sauf si on veut lui donner tant de pouvoir, parce que j'aurais appris que le ministre de la Justice, Constant Moutamba, à un moment donné, il a dit, il y a même des vidéos, toutes les fois où j'ai sorti les gens dans cette prison, le magistrat, n'est-ce pas, envoie toujours certains détenus, jusqu'au point qu'il y a maintenant un pléthore considérable dans la prison Stade de Makala, jusqu'à aboutir même, vous avez appris à une évasion de certains détenus dont on ne maîtrise pas bien jusqu'alors les causes, parce qu'il y a une enquête qui s'est faite. Est-ce que j'aimerais poser cette question, selon vous, ne pensez-vous pas que le ministre Moutamba est en train de mettre la pression aux magistrats, ce qui est certainement d'une manière ou d'une autre une mauvaise chose, parce que les magistrats se sentent aussi être menacés, être sous pression du ministre? Personnellement, M. Daniel Roland, en tant que praticien, le ministre de la Justice, c'est un avocat. Je crois qu'il maîtrise mieux aussi certains dérapages de magistrats. Parce qu'ils ne sont pas aussi à l'abri de la loi, M. Daniel Roland, n'est-ce pas? S'ils ne respectent pas ce que la loi dit, ils peuvent aussi être poursuivis. Mais j'avoue quand même que dans ces secteurs, plusieurs magistrats aussi en abusent. Voyez-vous, je peux dire que le ministre de la Justice, sur le point relatif au versement, par exemple, de frais de l'État sur le compte de l'État, il a raison. Mais il résout le problème. C'est d'ailleurs la question qu'on va aborder tout à l'heure. Il résout le problème à moitié. Ouais. Mais le magistrat, eux, à leur niveau, qu'est-ce qui inquiète? Qu'est-ce qui dérange? Quelle est la question qui se pose avec acuité dans le secteur de la justice jusqu'à ce que le syndicat, n'est-ce pas, puisse râler ici et là contre le ministre Constant Moutamba? Puisque jusqu'alors, le ministre n'a fait que prendre des décisions, n'est-ce pas? Il a pris la décision pour verser les fonds dans les comptes de l'État. Il a pris la décision pour fixer les taux de consignation. Il a pris la décision ainsi de suite pour éviter l'exécution de dossiers, n'est-ce pas, dont l'État se trouve impliqué en créant une commission ainsi de suite. C'est bien, mais qu'est-ce qui dérange le magistrat? Vous voyez, il y a un adage qui dit celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Puisque jusqu'alors, il n'a pas, c'est vrai qu'à un moment donné, ce qu'il dit peut aussi déranger parce que la politique judiciaire relève de ses attributions. C'est à lui de réguler, c'est à lui de dire un mot, tout ça. Sa manière de parler seulement démontre à suffisance qu'il est en train de mettre le magistrat à nu. C'est comme si le magistrat, c'est eux qui sont à la base, n'est-ce pas, M. Daniel Roland, à la base de tous les abus du secteur judiciaire. Mais j'avoue aussi, à quelques égards près, que si nos magistrats du parquet, le juge, rendaient leurs décisions, ou ceci, libérer les personnes en vertu des conditions légalement prévues, sans toutefois recourir, tendre la main, n'est-ce pas, envers le justiciable, ou sans toutefois aussi recevoir de justiciable ce qu'on leur tend,
je crois que la justice pourra être bien régulée, la justice pourra bien faire son travail. Voyez-vous? Parce que là, quand le juge rend la décision, il faut qu'il a un temps auquel la décision doit être prononcée. Mais vous avez des décisions qui font 6 mois, 3 mois, une année. La décision n'est pas prononcée. Mais qu'est-ce qui dérange? Et les juges ont une certaine technique. Lorsqu'ils ne prononcent pas la décision parce qu'ils n'ont pas été visités, ils font une réouverture des débats. La réouverture des débats, non, un membre s'est déporté. C'est déporté là sans raison. Vous voyez que c'est du méli-mélo. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a besoin que quelqu'un vienne pour graisser la patte à la dent de ces juges. Ce n'est pas bon. Je félicite Constant Moutamba, en tout cas cordialement, de ces points de vue-là pour qu'il y ait une réforme. Mais le magistrat ne doivent pas ne doivent pas se sentir piqués ou personnellement concernés. Puisque la réforme, nous tous, nous en voulons. Le président de la République a toujours dit ici que la justice est malade. Voyez-vous, je pense que ça ira mieux avec le temps. Alors, Oui. Maître Cédric, par rapport à l'arrêté interministériel, pourquoi avoir pris cette mesure sur le taux de consignation des frais de justice? En quoi est-ce que cela nous protège? Est-ce qu'on peut dire que c'est une façon pour Constant Moutamba de pouvoir marquer de ses empreintes? En tout cas, je pense que chaque acte que pose Constant Moutamba marque considérablement ses empreintes dans le système judiciaire. Certes, et que ces empreintes demeureront indélébiles pour autant d'ailleurs que ça ne dérange aucune personne. Mais j'aurais aussi appris que certains actes qu'il a appris ont été attaqués devant le Conseil d'État parce qu'il est ministre. Mais le plus grand problème, Madame Sarah, c'est que c'est vrai qu'à un certain moment, on a tendance à croire que Constant Moutamba fait du populisme. Et la population ne s'accroche qu'à certaines décisions ou à sa manière de parler à la télévision sur des dossiers qui dérangent. On comprend. On comprend aussi que sa manière de s'insurger contre certaines décisions prises par le magistrat ou, par exemple, madame, la propriété, elle est sacrée. Et la sacralité de la propriété, elle est prévue par la Constitution. Mais vous voyez un magistrat du parquet qui prend une réquisition pour déguerpir, pour sortir certaines personnes dans leur toit. C'est beaucoup plus grave, monsieur Daniel Roland. Lorsque vous avez quelqu'un qui occupe son toit, même si c'est illégal, le magistrat du parquet n'a pas le pouvoir de prendre une réquisition pour sortir cette personne de la maison. Encore faudrait-il qu'il puisse faire son dossier sur l'occupation illégale contre celui qui occupe la maison et puis saisir le cours des tribunaux parce que les décisions des cours des tribunaux sont attaquables par voie d'appel, d'opposition ou par voie de cassation. Mais lorsque le magistrat prend une décision, il dit, je prends une réquisition pour que les gens sortent. Avant que Constant Moutamba ne vienne, je vous rappelle qu'il y a la contrée ici de cimetière de Kassavoubou. Cette contrée a fait l'objet de démolitions systématiques de maisons des habitants de cette contrée-là. Et sur base de quoi? Sur base d'une simple réquisition du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. C'est en réalité un abus. Parce que vous n'avez pas un endroit où il faut attaquer cette réquisition-là. C'est désolant. Alors, par rapport à votre question, donc du coup, à cet effet, je trouve normal que Constant Moutamba puisse chercher à ce que le magistrat soit sanctionné, même s'il n'a pas le pouvoir de sanction. Mais il peut quand même, n'est-ce pas, impulser, n'est-ce pas, le dossier pour que le magistrat concerné soit sanctionné. D'ailleurs, j'aurais appris que le procureur général près la Cour de cassation avait sanctionné le magistrat concerné ou le procureur qui était concerné. Mais par rapport aux frais, madame, les gens peuvent acclamer Constant Moutamba en ce qu'il fait. Mais la population ignore la gravité de certaines décisions que M. Constant Moutamba prend. En l'occurrence, La gravité. bien entendu, la population, lorsque vous avez un problème, lorsque quelqu'un occupe illégalement votre parcelle, lorsque quelqu'un vous a illégalement blessé, vous êtes grièvement blessé parce que quelqu'un vous aurait blessé ainsi de suite en vous lançant une pierre.
lorsque une société aurait frauduleusement utilisé vos biens, ainsi de suite, madame, le législateur a voulu que nous saisissions la justice et que par cette saisine, que vous puissiez être rétablis dans vos droits. Et la justice, par essence, monsieur Daniel Rolland, elle est gratuite. Parce que la justice devient onéreuse que par voie d'exception, où il faut payer peut-être des frais de consignation et autres. Puisque nous sommes dans un état, madame Sarah, qui est appelé à être un état providence, ou un état providentiel, c'est-à-dire un état qui pourvoit à tous nos besoins. L'État a créé des services publics de l'État, monsieur Daniel Rolland, à l'effet justement de satisfaire le besoin d'intérêt général. Et lorsque l'État crée le secteur, le service judiciaire, c'est pour que le service puisse s'occuper, bien entendu, du rétablissement de l'ordre public. Et l'État ne peut pas encourager la justice privée. Et pour ne pas que, pour éviter que qu'on soit dans un contexte du prisme de la justice publique par la justice privée, l'État congolais, madame Sarah, a voulu que la justice puisse être gratuite. Monsieur Daniel Rolland, c'est ainsi que la population, les téléspectateurs peuvent savoir, les avocats le savent bien entendu, qu'à l'origine, lorsqu'il était question de saisir les cours et tribunaux pour, sur un dossier, envie de départager des parties litigantes, ou bien sur un dossier où une infraction a été commise, qu'est-ce que les avocats faisaient? Ils peuvent payer $20, monsieur Daniel Rolland. En réalité, c'est 42, c'était 37 500 francs congolais. Le frais de consignation, vous donnez 37 500 francs congolais, on donne. D'ailleurs, il y a un canevas que madame Rose Mutombo a dû laisser. Ce canevas-là, monsieur Daniel Rolland, renseignait bien entendu que le frais de consignation pour le premier degré, c'est de $10. Et que le frais d'enrôlement d'un dossier, parce que le dossier vient au tribunal, il faut qu'on l'enregistre. Alors, du coup, pour qu'on attribue le numéro à ces dossiers-là, le frais d'enrôlement, monsieur Daniel Rolland, c'est $5. Quand bien même que dans la pratique, lorsque vous partez avec $15 pour faire consigner et enrôler, on vous dit, écoutez, on ne va pas recevoir ainsi de suite, il faut les frais bancaires, il faut même que, on nous dit d'ailleurs, il faut même que l'agent de la DGRAD qui va effectuer ces paiements-là puisse se déplacer, qu'il faut lui payer le frais de transport. On assiste dans la pratique à une certaine prise en charge de services publics par le particulier. Ce qui du reste n'est pas normal, madame Sarah. Mais puisque vous dites que la justice doit normalement être gratuite, oui. Mais où vont ces frais de justice qu'on paye? Avant que j'en arrive sur la destination des frais qu'on paye, relativement d'abord à la décision qu'a prise M. Constant Mutamba sur le fonds de consignation, madame, ce qui revenait par le canevas du ministre Rose Mutombo à $10 comme consignation, parce que les avocats ne demandent l'argent que de leurs clients, n'est-ce pas? Ils disent aux clients, donnez telle somme d'argent pour qu'on puisse payer, que vos dossiers puissent passer. Mais les clients là sont lesquels? C'est toute cette population là qui soutient aussi Constant Mutamba. Alors, Constant Mutamba va prendre une décision interministérielle avec le ministre Doudou Famba pour élever ces montants-là au quintuple de ce que l'on payait avant. C'est-à-dire, Constant Mutamba va dire dorénavant, avant qu'un dossier puisse passer devant le tribunal, madame, devant le tribunal, il faut que le propriétaire ou le responsable du dossier puisse payer $50. Soyons sérieux. Il n'y a plus question de la gratuité. Lorsque le frais de justice coûte moins cher, c'est vrai que dans la mobilisation de recettes de l'État, il se pose un problème en la justice. Le problème n'est pas sur le caractère exorbitant ou moins exorbitant que de frais de justice, mais le problème est beaucoup plus sur la destination de frais de justice, d'où part ce que l'on paye. Sous peu là, je le félicite d'ailleurs, Constant Mutamba avait orienté, il a trouvé un dossier où les inspecteurs ont découvert qu'il y a des agents de la DGRAD, il y a des greffiers, des comptables même, des comptables de cours et tribunaux, qui versent le frais que paye le justiciable
sur leur compte personnel, avec comme mention frais, consignation et autres. Vous voyez comment s'opèrent les détournements. Un pareil dossier, Madame Sarah, aussi grand qu'il est, un pareil dossier, et aussi grave se trouve même l'effet des détournements. Vous vous imaginez. Tous les clients qui ont payé de frais à l'État, ainsi de suite, qui en ont enduré tant, ils réalisent d'ailleurs, Madame Sarah, que le fonds payé n'ont été reçus que par le greffier et au bénéfice exclusif de greffier. C'est grave. Et le magistrat, monsieur le procureur général, Firmin Vondé, saisi du dossier, où les inspecteurs ont fait le travail pour démontrer la traçabilité des comptes sur lesquels le fonds a été payé, pouvait bel et bien amorcer la procédure en toute célérité extrême que possible. Le procureur général, près la Cour de cassation, lorsqu'il est question d'arrêter autre, vous entendez qu'on a arrêté ainsi de suite. Mais les dossiers là, on n'en connaît pas certes l'état actuel, l'état auquel se trouve actuellement, mais notre souhait est de voir le procureur général en tout cas, parce que le ministre de la Justice vous a montré sa bonne foi en disant que je remarque qu'il y a de fonds qui sont payés par le justiciable, mais qui sont déroutés, vous voyez, du compte de l'État. Ils ne sont pas versés sur les comptes de l'État, mais sur les comptes privés des comptables publics. Et par moment, dans la pratique, lorsqu'on part payer le frais de consignation, mais le frais de cautionnement, comme on dit souvent, auprès des magistrats pour faire libérer quelqu'un, le magistrat vous dit qu'il faut donner $300 et les 100 000 francs de consignation. Le magistrat, il est payé par l'État. Les 100 000 francs, vous pouvez verser sur les comptes de l'État. Les $300, si vous n'en avez pas et que vous n'avez que le frais de cautionnement, vous n'allez pas sortir de la prison, madame. C'est ainsi que le ministre de la Justice a essayé un peu de râler sur l'expédition systématique de détenus dans la prison centrale de Makala. Donc, j'avoue que le fait pour le ministre de la Justice de pouvoir augmenter considérablement le frais de consignation qui, datant, revenait à $10 ou $20 selon les cas, il l'a ramené à $50. C'est très considérable et il doit avoir à l'idée et à l'esprit même que la justice est par essence gratuite. C'est par voie d'exception qu'elle devient onéreuse. Et elle ne vient pas pour chercher l'argent auprès de la population, mais pour réguler la paix sociale, la tranquillité publique et l'ordre public en général. Et le deuxième cas, c'est que non seulement qu'il a rendu le frais de consignation exorbitant, mais aussi le ministre de la Justice, l'acte le plus grave qu'il a pu poser, c'est que comment comprendre que vous, en tant que ministre de la Justice, vous puissiez ramener, c'est-à-dire obliger le justiciable de payer 2% de dommages et intérêts que l'on sollicite au tribunal lorsqu'il s'agit des contentieux qui lient les particuliers. Et que si c'est un contentieux qui lie l'État, que l'on puisse payer 5%. Madame, que vous soyez juriste ou non, mettons-nous à la place de justiciable. Parce que c'est pour qui l'État vit. Et c'est pour qui aussi l'État existe. C'est eux qui ont voulu que l'État puisse être tel pour qu'on quitte l'État de la jungle vers un État de droit. Comment comprendre, monsieur Daniel Roland, mettez-vous à la place du plaignant, mettez-vous à la place d'un justiciable. Vous me dites, maître, on m'a, en tout cas, l'ONATRA, qui est une société commerciale à caractère de la forme d'une société anonyme, a confisqué tous mes biens. Je suis Société Bentec International RDC Sarl. J'avais loué un espace à l'ONATRA pour fabriquer les bateaux, faire les grilles et autres. Mais l'ONATRA ne veut plus que je puisse entrer dans cette parcelle. Et tous mes biens sont confisqués. Vous êtes une société. Alors, vous venez là pendant 2 ans, 3 ans. L'ONATRA, vous lui écrivez, il ne vous donne pas ces biens-là. Il vous a confisqué ces biens. Pendant 2 ans, 3 ans, vous n'avez rien reçu. Et le ministre de la Justice, qui a pitié, bien entendu, parce qu'il faut avouer, M. Daniel Roland, que les questions d'État ne se règlent pas avec l'état d'âme, mais avec une âme d'État. Ça voudrait justement dire que lorsqu'on a besoin de réguler dans ces secteurs, parce que le ministre a remarqué que des ministres ont fait plusieurs doléances en disant, écoutez, quand on veut recevoir l'argent pour essayer de restructurer les choses dans notre entreprise, il y a déjà, l'argent doit entrer sur les comptes de l'entreprise.
Et il y a déjà des actes de saisie, n'est-ce pas? Des comptes qui existent déjà dans des banques. Lorsque l'argent entre, c'est déjà indisponible pour nous et la banque attribue ça à la personne pour les comptes de laquelle la saisie a été faite. Alors du coup, nous allons travailler comment? Souper d'ailleurs, il y a une société, Madame Sarah, à Chilungu, je crois bien à l'Est, qui, dans son compte, a été saisie à la hauteur de 1 million de dollars. C'est un contentieux qu'il y ait bien entendu les avocats. 1 million de dollars. Et les 1 million, on a donné ça aux avocats parce que c'était un contentieux d'honoraires. Alors du coup, les travailleurs ne savent plus travailler. Alors pour que M. Constant Moutan puisse régler la chose, il fixe le taux de dommages, c'est-à-dire les frais de consignation pour tout contentieux auquel l'État est parti à 5%. Donc, le dommage et intérêt, vous êtes une société. Moi, en tant qu'avocat, je sollicite pour Madame Sarah non seulement la restitution de biens que l'ONATRA confisque, parce que vous en avez subi un préjudice considérable, mais au regard de ces préjudices, je dis non. Madame Sarah a fait presque 5 ans sans travail à cause de la confiscation de ses biens par l'ONATRA. Par conséquent, je sollicite pour qu'elle soit réparée dans son préjudice, je sollicite le dommage à intérêt de 5 millions de dollars. Je le sollicite. C'est une sollicitation. Le juge n'est pas tenu de me donner ces 5 000 dollars, monsieur Daniel Roland, parce que le juge est dans l'obligation d'apprécier le dommage qu'elle a subi, en vertu, bien entendu, du manque à gagner que vous avez subi, n'est-ce pas, et de la perte elle-même subie. Mais quand le juge réalise que non, le montant est très considérable, il peut vous octroyer 1 million, il peut vous octroyer 500 000. Mais le Constant Moutamba vous dit qu'à compter d'aujourd'hui, avant de solliciter, vous venez solliciter 1 million, oui, on est d'accord, contre l'État, mais payez d'abord sur les comptes de l'État, monsieur Daniel Roland, 5% de montant sollicité au titre de dommages et intérêts. En oubliant, Madame Sarah, que le 5% qu'il demande au titre des dommages et intérêts, là, les dommages et intérêts ne sont pas encore acquis. Le juge ne vous l'a pas encore donné. Qu'adviendrait-il, monsieur Daniel Roland, si le juge ne vous accorde que 10 000 dollars, alors que pour les 10 millions de dollars sollicités, vous avez déjà versé 500 000 dollars selon les cas dans la caisse de l'État. D'ailleurs, 5% de 10 millions, je crois que c'est 500 000 dollars. Voyez-vous, monsieur Daniel Roland, 500 000 dollars sur le compte. L'État va-t-il vous restituer cet argent-là? L'État congolais qui a bénéficié de 5% parce que lui, l'État, il est concerné ou impliqué dans un dossier dont quelqu'un sollicite, n'est-ce pas, les dommages et intérêts. L'État va-t-il vous restituer cet argent-là? Parce que moi, j'ai payé 5% sur les comptes de l'État pour que mon dossier puisse passer. Et je l'ai fait au titre des dommages et intérêts que je sollicite. Mais le juge congolais et l'adversaire contre qui je suis opposé dit non, non, ne lui donnez pas cet argent-là. Parce que le préjudice, ainsi de suite, les juges ne me donnent que 10 000 dollars. Ça veut dire que les 500 000 par rapport aux 10 000 qui m'est donné, le préjudice est devenu double. On a aggravé encore ta situation. Donc, ça voudrait dire, pour que je termine, ça voudrait dire, monsieur Daniel Roland, que monsieur Constant Moutamba ne pouvait pas, en tout cas, élever le montant de consignation à 50 dollars. Il ne pouvait pas non plus faire dépendre la consignation de frais au montant de 2% de dommages et intérêts selon qu'il s'agit des particuliers et 5% selon que l'État est impliqué. C'est vraiment, je dirais, un raté. Ça, c'est une bouillabaisse, je ne pouvais pas le dire ainsi, mais ça écœure quand même M. Daniel Roland. Il ne pouvait pas faire ainsi. Puisque aujourd'hui ou demain, moi, quand vous me cessez pour un dossier, j'ai dit, je pars au tribunal, je ne mets plus les dommages et intérêts. Maître Cédric, on comprend quand même et on constate que M. Moutamba, c'est quand même quelqu'un, c'est quand même cette personne qui a cette bonne volonté de vouloir ou encore de pouvoir faire bien les choses. Mais est-ce que il doit continuer à communiquer toutes ses décisions parce que apparemment lorsqu'il le fait, il est vraiment combattu? Si, il est combattu parce que d'ailleurs, ce qui traduit mieux le combat qu'il subit, c'est justement l'empoisonnement qu'on a tous ouï dire dans les réseaux sociaux, à la télévision. D'ailleurs, je n'ai pas vu un communiqué du ministère de la Justice, mais quand même, j'aurais appris que la police scientifique était descendue sur la scène du crime pour justement essayer de désintoxiquer le lieu. Et je ne sais pas en réalité les contours
de cette intrusion de personnes dans le bureau de Constant Moutamba. Et j'aurais ouï dire qu'il serait d'ailleurs, n'est-ce pas, en Europe pour des soins médicaux. Ça ne dérange pas. Mais madame, le plus grand problème qu'on a, il a la bonne volonté, nous l'acclamons. Mais il doit prendre des décisions d'une manière judicieuse. D'une manière judicieuse. Pourquoi? Parce que M. Constant Moutamba, il peut continuer à faire ainsi. Il peut prendre des décisions qu'il veut. Il peut toujours balancer ses décisions comme il le souhaite. Mais le problème, Madame Sarah, c'est que les décisions qu'il prend doivent être judicieuses en mettant au centre l'intérêt du peuple. Lorsque déjà M. Constant Moutamba a pris une décision pour orienter les frais de l'État vers les comptes exclusifs de l'État, ça vaut déjà quelque chose. Ça vaut déjà quelque chose, M. Daniel Roland. Lorsque Constant Moutamba a pris une décision en disant que les frais doivent être déposés sur les comptes de l'État d'une manière exclusive, ça vaut déjà quelque chose. Mais le plus grand problème, c'est que ces décisions doivent être salvatrices. Des décisions qui mettent au centre l'intérêt du peuple. Voyez-vous? Parce que le peuple congolais, moi personnellement, je ne suis pas contre Constant Moutamba, mais j'ai un souci que j'éprouve sur base des décisions qu'il a prises relativement aux frais de consignation. Peut-être que les téléspectateurs ne comprennent pas c'est quoi les frais de consignation. Ce sont des frais justement qu'on paye avant que le dossier puisse passer au tribunal, afin que le tribunal puisse statuer. Et si vous ne payez pas ces frais-là, le tribunal prend une décision de non-procédé. Vous voyez, il y a une fin de non-procédé qui va frapper votre dossier et le dossier ne passera pas. Alors, Maître Cédric, pensez-vous aujourd'hui que ces différentes décisions prises par Constant Moutamba depuis son arrivée dans ce ministère, aujourd'hui, a créé une méconfiance entre lui comme ministre et le magistrat, à qui d'une manière ou d'une autre peut préjudicier le bon fonctionnement. Avec l'évasion ici d'ailleurs. Pardon, exactement, M. Daniel Roland. Certes, il peut continuer à prendre des décisions. Je l'ai dit tantôt que c'est lui qui s'est impliqué connaît l'affaire. Et donc, les magistrats qui sont en train de râler sur ces dossiers, je ne sais pas à quel niveau ils sont en train de réclamer que Constant Moutamba aurait mal fait, mais seulement, d'ailleurs, j'avoue que sur l'évasion qu'il y a eu, parce que le ministre de la Justice, il a aussi un côté pénitentiaire qui est connu, donc c'est lui aussi qui gère, n'est-ce pas, le dossier. Alors, Monsieur Daniel Roland, moi, pour ma part, j'estime qu'il doit prendre des décisions telles qu'il les prenne, mais seulement il doit être bien entouré. Il doit être bien entouré, M. Daniel Roland, pour que les décisions qu'il prend ne puissent pas être des décisions qui mettent encore l'intérêt du peuple congolais en danger ou en mal. Voyez-vous. D'ailleurs, vous auriez appris qu'il y a eu évasion dans la prison centrale de Makala et qu'il y a eu 129 morts d'après, bien entendu, ce que le ministre de l'Intérieur aurait pu, n'est-ce pas, dire, aurait dit à la télévision. Je l'ai suivi. Mais le problème de l'évasion est relatif à quoi? Parce que les enquêtes se peaufinent encore. C'est pourquoi Monsieur le ministre de la Justice doit, en tout cas, recommander à ce qu'il y ait approfondissement d'enquête, M. Daniel Roland, approfondissement d'enquête pour justement permettre à ce que prochainement que de pareilles évasions ne s'effacent plus. Parce que la manière dont l'évasion s'est faite, en tout cas, ça me laisse croire probablement qu'il doit y avoir une complicité entre les gens de la prison et les détenus eux-mêmes. Et d'ailleurs, je me suis dit, l'empoisonnement et les combats dont a cité Madame Sarah, quelles en sont les causes? Parce que moi, personnellement, de ma propre vue, j'estime que la cause de l'empoisonnement de M. Constant Moutamba, ce n'est pas même les magistrats qui sont en train de râler, non. Moi, je suis en train de voir ça beaucoup plus dans cette cause loge dans la décision de condamnation de Nanga et de plusieurs Rwandais. On les a condamnés à la peine de mort. Nous sommes un État en guerre contre le Rwanda. Et vous savez que Corneille Nanga ici, qui constate actuellement qu'il y a une décision de justice, les condamnant à mort, et que le Constant Moutamba milite à ce que cette décision puisse être exécutée.
Croyez-vous vraiment, Madame Sarah, Monsieur Daniel Roland, que ces gens-là, étant des rebelles et autres, peuvent-ils vraiment laisser Constant Moutamba libre? La décision la plus grave que Constant Moutamba a prise n'est pas en réalité celle qui porte sur le frais et autres. La décision la plus grave est celle en réalité où il a impulsé la prise d'une décision qui condamne à mort le rebelle et les gens des FDC, Corneille Nangaa en l'occurrence. Et ces gens-là ne sont pas moindres, hein, madame. Ils sont beaucoup plus forts. En tout cas, si on creuse bien, on comprendra que ces gens-là sont aussi derrière ces histoires ici de l'empoisonnement de Constant Moutamba. Parce que d'une manière ou d'une autre, notre pays, il est toujours envahi par des tierces personnes. Donc, bref, M. Daniel Roland, j'estime que M. Constant Moutamba doit être bien entouré et le chef de l'État doit aussi mieux le protéger, n'est-ce pas? De telle sorte que de pareils cas ne puissent pas arriver. Parce que quand on l'empoisonne, c'est pour les décourager à continuer à faire ainsi. Et puis, personne ne saura connaître les causes du poison en ces moments ici. On a constaté deux choses. À part l'empoisonnement, il y a eu l'évasion à la prison. Ce sont des cas, des choses qui se font. Pourquoi? Est-ce qu'on veut saboter les actions que mène le ministre de la Justice dans ces secteurs? C'est pourquoi moi j'estime que c'est sous son égide qu'il y a eu prononcé d'une décision condamnant à mort M. Corneille Nangaa et ses acolytes. C'est sous son égide, madame, qu'il y a certains Rwandais et autres, tous ceux qui ont été condamnés ici même dans le dossier du président des tentatives de coup d'État. C'est sous son égide également. Donc, ces gens-là ne peuvent pas les laisser libres. Donc, ils en sont toujours pour quelque chose. Il faut que l'État puisse approfondir un peu d'enquête. Maître Cédric, l'émission est terminée. Vous allez la conclure en 5 minutes. Merci beaucoup, madame. J'estime pour ma part que au nom et pour les comptes du peuple congolais, M. Constant Moutamba doit bien évidemment retirer d'abord sa décision qui oblige aux justiciables de payer le frais de consignation à $50 et le 2% des dommages et intérêts, ainsi que les 5% lorsque l'État est concerné dans le dossier du dommage et intérêts. Ça, c'est de 1. S'il ne les retire pas, ce serait pas bon, parce qu'il est actuellement presque en inimitié avec le magistrat, ça il faut avouer. Et ces mêmes magistrats-là, quand vous prenez un dossier où une association telle attaque la décision de Constant Moutamba devant le Conseil d'État pour revoir le frais de justice qu'il a augmenté considérablement, revoir même l'hypothèse de dommages et intérêts dans les frais liés aux frais de consignation, ça poserait un problème et les magistrats auront le risque d'annuler cette décision. Et si on assiste à une annulation de la décision, ce serait une manière de le fragiliser davantage. Et ce ne serait pas bon. Donc, que la population qui félicite Constant Moutamba, et j'en suis aussi fortement emporté à ces félicitations, sache que M. Constant Moutamba, la décision qu'il a prise n'est pas vraiment salvatrice, il peut la retirer. Mais qu'il continue à prendre des belles initiatives ainsi, ce serait mieux. Et qu'il prenne aussi, qu'il fasse des dossiers tendant à la construction de nouvelles prisons. Parce que pour qu'on n'assiste pas à cette évasion, madame, il faut, vous avez ouï dire qu'il y a eu des viols dans la prison centrale de Makala, madame Sarah. Pourquoi il y a des vols? Vous croyez vraiment que si les femmes avaient une prison, n'est-ce pas, étaient destinées à une prison qui était exclusivement la leur, on aurait assisté à des viols? Non. Et donc, vous croyez aussi que s'il y avait plusieurs prisons dans la ville de Kinshasa ou bien dans la ville du Congo, on aurait assisté à ces problèmes d'évasion? Non. Donc, que l'État puisse appuyer les actions de Constant Moutamba sur la construction de nouvelles prisons. Quoique, par les passés, l'État avait déjà déboursé des fonds pour la construction d'une prison. On aurait appris d'ailleurs de 5 millions de dollars, mais la prison n'est pas construite, mais les fonds ont été décaissés. Ça pose toujours problème. Mais les détournements, là, les gens doivent aussi être arrêtés. Je crois avoir fini. Très bien. Alors, grande était notre joie de vous recevoir, Maître Cédric. Et merci pour ces explications qui nous ont carrément ouvert l'esprit. Merci également à toi, Daniel Roland-Lay. Merci Sarah, merci surtout à Maître Cédric. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous remercie tant. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un autre numéro, mais aussi avec un nouvel invité.
portez-vous bien et bonsoir chez vous.